Chrétienne de Paris-Ouest est extrêmement heureuse de recevoir ici ce soir Jean-Pierre Aubin, qui est inspecteur général honoraire de l'Éducation nationale. Vous êtes de formation scientifique, je crois, et vous avez été longtemps professeur des universités. Vous m'entendez bien? Oui, c'est pas trop fort. Je ne pense pas blesser Jean-Pierre Aubin en disant que jusqu'en 2004, son nom n'était guère connu du public, mais qu'à partir de 2004, son nom est devenu très connu du public. En tout cas, du public qui s'intéresse aux problèmes de l'éducation, qui s'intéresse aux problèmes du climat qui règne dans les établissements scolaires. Ce climat est-il pacifié? Ce climat est-il anxiogène? Enfin, il y a beaucoup de monde qui s'y intéresse. Alors que s'est-il passé en 2004 pour que Jean-Pierre Aubin devienne si connu? Eh bien, il a été l'auteur d'un rapport intitulé « Les signes et les manifestations religieuses dans les établissements scolaires ». Donc, le problème du rapport de la religion dans les établissements scolaires publics. Une vaste question qui touche quand même 12 millions à peu près d'élèves qui sont scolarisés dans le public, 1 million d'enseignants et tous les parents d'élèves. Et un sujet délicat, sans doute particulièrement délicat en France, où la France a la particularité d'avoir créé un concept juridique unique au monde, qui est, que vous connaissez tous, la laïcité à la française, au terme duquel l'État ne reconnaît aucune religion, mais garantit la liberté des cultes. Ça ne veut pas dire qu'il nie les religions, mais il ne reconnaît aucune religion particulière. Et ça, c'est un cas unique au monde. Je pense qu'il n'est peut-être pas inutile de rappeler que le processus de laïcisation de l'école a été un processus long, difficile, conflictuel, et que le conflit s'est noué entre la République, alors là, il n'était pas question de l'islam, nous étions à la fin du XIXe siècle, entre la République et l'Église catholique. Et que ce conflit, dans certaines régions, a été particulièrement rude. Je pense à la Bretagne, où j'ai fréquenté une petite école communale d'un bourg breton, où il y avait 2 écoles. L'école, on nous appelait l'école du diable, l'école rouge, et puis en face, il y avait l'école de Dieu, et jamais nous ne nous serions fréquentés. Et quand Jules Ferry avait voulu et a laïcisé les programmes, c'est-à-dire qu'il a remplacé l'instruction religieuse par l'instruction morale et civique, quand il a laïcisé le personnel de l'instruction publique, quand il a laïcisé les locaux où se déroulaient les cours, concrètement, il a fait enlever les crucifix, eh bien, je peux vous dire que les choses n'ont pas été faciles. Mais au début de la Ve République, disons à partir de 1959, la loi Debré, je crois qu'on pouvait dire qu'en France, nous étions arrivés à une période de laïcisation apaisée, après avoir connu une période de laïcisation conflictuelle. Et nous pensions, peut-être avec beaucoup de naïveté, que le problème de la laïcité à l'école était un problème réglé. Eh bien, nous nous trompions. Parce que le contexte historique, à partir des années 70, a profondément changé. 2 phénomènes religieux. D'un côté, une déchristianisation importante de la France comme elle n'en a pas connu depuis la Gaule. Et d'un autre côté, l'arrivée, évidemment, sur le sol de France, d'une nouvelle religion, l'islam, devenue la 2e religion de France. Et évidemment, cela a changé le public scolaire. Hier, je prenais un verre avec une collègue de l'Éducation nationale qui me disait, dans ma classe, j'ai 80% de petits musulmans. Et je remarque qu'en 20 ans, la pratique religieuse s'est considérablement accentuée. Au moment du Ramadan, la classe est vide. Il y a 20 ans, presque personne ne faisait le Ramadan. Mais c'est une chose que de voir s'implanter une nouvelle religion si les choses se déroulent pacifiquement. Mais à partir des années, disons, début des années 2000, il y a eu effectivement
des manifestations intempestives, des manifestations parfois agressives de la présence de l'islamisme, des élèves affirmant hautement à l'école vouloir venir avec un foulard, d'où la loi sur le foulard en 2003. Et c'est dans ce contexte que Jean-Pierre Aubin est chargé de faire son rapport. Alors, Monsieur Aubin, j'avais lu votre rapport à l'époque, j'ai travaillé moi-même dans l'éducation nationale, donc on a bien compris l'importance, mais peut-être que tout le monde n'a pas lu votre rapport. Vous nous rappellerez quel était le contenu de votre rapport. Comment avez-vous enquêté à l'époque? Dans quel quartier avez-vous enquêté au point de faire prendre conscience qu'il y avait un processus rampant d'islamisation dans les écoles? Quel a été l'accueil qui a été fait à votre rapport, donc il y a 20 ans, en 2004? On a dit à l'époque que votre rapport avait été enterré. Est-ce que c'est tout à fait exact? Et quel était le niveau de conscience des hommes politiques à l'époque sur ce qui allait se passer, puisque 20 ans se sont écoulés, 2004-2025. Nous connaissons la situation. Elle s'est dégradée, et quand je dis elle s'est dégradée, au point qu'un fait inimaginable s'est produit en 2020, l'assassinat d'un professeur d'histoire en octobre 2020, Samuel Paty. Et Bernard Cazeneuve avait eu cette phrase tout à fait extraordinaire: l'assassinat d'un enseignement restera une blessure immense pour la République. Et je crois qu'effectivement, ça l'est. Et c'est dans ce contexte que vous avez continué à travailler le sujet. Vous avez publié depuis une dizaine d'années, plusieurs livres sur le métier d'enseignant, plusieurs livres sur la condition enseignante. Et en 2023, vous avez publié le livre qui est l'objet de notre conférence ce soir, avec un titre terrible, inimaginable, « Les profs ont peur », où vous nous décrivez effectivement un climat inquiétant dont vous allez maintenant nous parler plus amplement. Je profite de cette introduction pour vous remercier. Je sais que vous êtes un peu grippé, pour vous remercier très chaleureusement d'avoir bien voulu accepter l'invitation de Paris-Ouest, et nous vous écoutons avec beaucoup d'intérêt sur ce sujet si important et qui intéresse énormément l'amitié judéo-chrétienne. Vous nous direz, alors que la Troisième République avait gagné la bataille de la laïcisation contre l'Église, vous nous direz si vous pensez que la Cinquième République peut encore gagner à l'école la bataille contre la laïcisation, ou bien est-ce un combat perdu d'avance? Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame, pour cette présentation. Effectivement, je reviendrai un peu sur le rapport de 2004, mais c'est vrai que les choses ont tellement changé depuis 2004, en 20 ans, dans nos classes, que ce livre dresse un portrait très différent de celui qu'on avait fait en 2004. Les profs aujourd'hui ont peur. Ils ont peur de qui? Mais ils ont peur de certains de leurs élèves, ce qui est complètement nouveau dans l'histoire de l'enseignement français. Ils ont peur de quoi de ces élèves? Ils ont peur que ces élèves les menacent, que leur vie même puisse être en danger. Il y a pratiquement plus de semaines sans que j'ouvre un titre de presse sur un incident où un élève ou une élève a menacé un professeur, aujourd'hui encore. C'est une chose qui a des conséquences, évidemment, en particulier une conséquence terrible, l'autocensure. L'autocensure d'une majorité de professeurs aujourd'hui, on verra les chiffres. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet... Excusez-moi, une minute. Pourriez-vous parler un tout petit peu plus fort? Non, oui. Prendre le micro. Prendre le micro. Non, je préfère garder les mains libres parce que j'ai le livre à manipuler. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, dire quand même un mot d'une partie du livre que je ne développerai pas, qui est l'analyse du contexte dans lequel cette situation se développe. Les choses ont beaucoup régressé en 20 ans, on verra la chronologie tout à l'heure, mais nous serions myopes si nous regardions uniquement ce qui se passe dans nos classes. En fait, ce qui se passe dans nos classes n'est jamais que le reflet de ce qui se passe non seulement dans la société française, mais dans la géopolitique mondiale. Et je voudrais
là, m'inspirer d'un chercheur, historien, philosophe que vous connaissez sans doute, c'est le grand spécialiste français des religions, Marcel Gauchet. Marcel Gauchet parle, c'est d'ailleurs son œuvre majeure, du désenchantement du monde. C'est-à-dire que l'ensemble des problèmes politiques et géopolitiques qu'il observe, pour lui, ne sont que la conséquence du développement de la sortie de la religion. Sortie de la religion, je n'ai un seul chiffre. Il y a une enquête qui est faite régulièrement par l'Institut américain Gallup International qui est développé dans 70 pays du monde avec un échantillon de 1000 personnes dans chacun des pays. C'est-à-dire c'est une enquête extrêmement sérieuse. Eh bien, en 7 ans, elle a vu, cette enquête, elle montre une régression de 9 points des personnes qui se disent adeptes d'une religion. En anglais, ils disent religious, religieuse. Et une augmentation de 3 points des personnes qui se disent athées convaincus. Mais si je reviens, si je me focalise, non pas sur le monde, parce que c'est quand même des situations nationales et civilisationnelles qui sont extrêmement différentes autour du terme de religion, donc ça peut prêter à contestation. Mais pour ce qui concerne la France, on a plusieurs études. On a l'étude de l'INSEE, évidemment, qui est connue, mais on a une étude plus intéressante encore que celle de l'INSEE, c'est celle de Pierre Bréchon, un sociologue. Pourquoi? Parce que Pierre Bréchon fait une enquête tous les 10 ans depuis 1978 jusqu'en 2018. Il interroge avec les mêmes questions un large échantillon de Français sur les valeurs des Français. Et parmi les valeurs, il y a évidemment la pratique religieuse, les croyances religieuses, etc. Et je vous livre les chiffres qui sont très parlants de la religion des Français, population de plus de 18 ans. Et puis, les jeunes de 18 à 29 ans, c'est-à-dire la partie la plus jeune de son échantillon. Les sans religion sont 58% aujourd'hui, plus 8 points depuis 2008. Les catholiques sont 32%, moins 38 points depuis 1978. Les musulmans, 10%, et les autres, 4%. Mais chez les jeunes de 18 à 29 ans, on a des chiffres très différents, qui sont étonnants. 68% sans religion. Donc lorsqu'on dit que la religion progresse chez les jeunes, pas dans la tranche, peut-être dans la tranche des 15-18 ans ou des 14-18 ans, c'est-à-dire nos élèves, mais pas dans la tranche des jeunes adultes, c'est-à-dire des 18-29 ans, pas du tout. Catholiques 15% chez les jeunes, musulmans 13%, autres 4%. Donc on voit se dessiner le paysage religieux, ou plutôt convictionnel, de la France de demain, une sécularisation extrêmement développée, très largement majoritaire. Chez les jeunes, c'est plus des 2/3. Une religion catholique qui continue de s'effondrer, une religion musulmane qui se maintient et qui progresse, mais qui progresse légèrement, de 10 chez les adultes à 13 chez les jeunes, et qui, si elle devient en 1 ou 2 générations, sans doute une, la première religion de France, restera quand même extrêmement minoritaire dans la population globale. Donc ceci pour évoquer en filigrane, vous avez peut-être compris la notion de grand remplacement, etc. En fait, cette religion musulmane qui se maintient et même progresse dans un paysage où les autres religions s'effondrent, et en particulier la religion catholique pour la France, eh bien, restera toujours extrêmement minoritaire, autour de, au mieux, 13% de la population. Donc voilà pour ce que le sociologue Jérôme Fourquet, dans son dernier livre sur l'archipélisation de la France, appelle l'effondrement de la matrice catholique, et par laquelle effondrement de la matrice catholique qui tenait la France, la société française, dans un certain nombre de normes sociales, morales, institutionnelles, et d'ailleurs qui a laissé place et qui a été investi par une autre matrice pendant les grandes heures du Parti communiste français, hein, mais qui tenait également par le même système associatif,
les villes, les campagnes, eh bien, ça s'effondre, et cet effondrement provoque tous ces remous. Mais il y a quelque chose peut-être encore plus important que cela pour Marcel Gauchet, c'est ce qu'il appelle la seconde révolution anthropologique. Alors, quelques petits mots d'explication rapide, mais les développements, vous les trouverez dans le livre si ça vous intéresse. La première révolution anthropologique, sur le plan en particulier du rapport de l'homme à Dieu, ou au surnaturel, au ciel ou à l'au-delà, c'est la révolution néolithique. C'est à Sumer, quelques millénaires avant notre ère, l'arrivée d'une population qui crée des cités, c'est-à-dire des groupes humains beaucoup plus larges que les groupes de quelques dizaines ou de centaines d'individus qui existaient préalablement, et donc un État, des souverains, mais aussi des dieux qui n'existaient pas auparavant, qui dit des dieux dit des prêtres, et donc un double pouvoir, le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Et c'est de là que tout part, hein, c'est-à-dire les rapports du religieux et du politique. Et Marcel Gauchet nous dit quelque chose de particulièrement passionnant, enfin, que moi je trouve passionnant, c'est que de tout temps, jusqu'à la deuxième révolution anthropologique dont on va parler, mais depuis le néolithique, le pouvoir religieux a eu l'ascendant sur le pouvoir politique. C'est-à-dire que le pouvoir politique, pour exister, a toujours eu besoin de l'onction religieuse et de se prévaloir du religieux et de sa légitimité religieuse. Ce n'est pas à moi que vous obéissez, c'est à l'au-delà. Et c'est l'au-delà qui vous dit d'obéir à votre souverain. Et tous les textes qu'on peut avoir, tous les grands textes, sont des juridiques en particulier, sont des textes qui commencent toujours par une invocation des dieux et où le souverain, pour justifier ses décisions, parfois révolutionnaires, hein, je pense à l'édit de Caracalla de 212, par exemple, où un empereur romain va accorder la citoyenneté à tous les sujets de l'Empire, la citoyenneté romaine, quelle que soit sa race, sa religion, son ethnie, sa culture, etc. Tous les sujets deviennent citoyens à l'égal des Romains. Eh bien, évidemment, une décision comme celle-là, il va invoquer les dieux pour commencer. Et ceci jusqu'à 1776. Mais jusqu'à y compris 1776. Et vous connaissez cette date, c'est l'indépendance américaine. Et dans la première phrase de la déclaration d'indépendance américaine, qui est aujourd'hui la Constitution américaine, la première phrase est la suivante. « Nous tenons pour évidente par elles-mêmes les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont doués par le Créateur, C majuscule, de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. » Deux remarques. D'abord, c'est une proclamation universaliste. Les Américains ne disent pas les Américains naissent égaux. Les hommes naissent égaux. Et deuxième remarque, c'est le Créateur qui a doté les hommes de ces droits égaux. Voilà. Quelques années plus tard, de l'autre côté de l'Atlantique, le 26 août 1789, l'Assemblée nationale délibère et vote la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Première phrase également. Les représentants du peuple français constituant l'Assemblée nationale ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Tout est dit. Dieu a disparu. Ce sont des hommes qui décident de donner aux hommes, toujours universalistes, des droits, la liberté, l'égalité, etc. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, pour Marcel Gauchet, c'est pourquoi il parle de seconde révolution anthropologique. Pour la première fois, des hommes décident de se donner des droits, sans référence à un au-delà, sans se justifier d'un au-delà. Et c'est, comme il le dit
les répliques de cette secousse, de ce séisme que l'on observe aujourd'hui dans le monde et dans nos classes. Ce n'est rien d'autre pour lui que cela. Je lis un passage d'un ouvrage de Marcel Gaucher, « Retour aux sorties du religieux ». La sortie de la religion a cessé d'être un phénomène occidental pour devenir un phénomène mondial. Nous imposons de fait involontairement la sortie de la religion de l'extérieur à des sociétés qui ne l'auraient pas développée de l'intérieur, ce qui produit des secousses profondes, parentes mais forcément différentes de celles qui ont surgi chez nous, où le processus était endogène et s'est étalé sur plus de 5 siècles. Donc voilà les secousses que l'on observe, et pas uniquement au Proche-Orient, hein, avec les révolutions, les contre-révolutions, etc. Pas seulement sur le plan, si vous voulez, l'islamisme est une des secousses que l'on observe, mais ce n'est pas la seule, il y en a d'autres. Hein. Ce qui se passe entre Russie et Ukraine, c'est l'aspiration aussi d'un peuple à la liberté, à se donner des droits par rapport à quelqu'un qui lui dénie la possibilité de se donner des droits, etc. Donc ce combat pour la liberté et pour les droits de l'homme, eh bien c'est un combat mondial dont nous voyons aujourd'hui les répliques dans nos classes. D'où mon exposé, maintenant je vais rentrer dans les classes et on n'en sortira plus, une chronologie, un rappel chronologique. Deuxième partie du plan, où en est-on aujourd'hui, précisément, des chiffres. Quelle analyse faire de cette situation et quelle politique éventuellement mener, si j'ai le temps de développer cette partie. Donc tout d'abord, quelques repères chronologiques. Madame Blanc, tout à l'heure, nous parlait de la guerre scolaire. La guerre scolaire s'est terminée avec les accords entre le ministre Lang et le révérend Père Cloupet. Hein, cet accord qui a scellé ce qu'on appelle la parité entre l'enseignement public et l'enseignement privé. Parité, c'est-à-dire qu'il y a en gros 20% des moyens dans les budgets de l'État qui sont attribués au privé et 80% au public. Et le rapport de force est figé. C'est à peine l'encre de cet accord était séchée que éclatait l'affaire des foulards de Creil. La guerre scolaire qu'on croyait terminée se rallume. Et j'en dis un mot parce que c'est ce que j'appellerais la période de la défausse ou de la poussière sous le tapis. 3 collégiennes qui arrivent avec un foulard islamique. On n'a jamais vu ça. Le principal du collège ne les accepte pas. Ça devient une affaire nationale, d'autant plus qu'il y a d'autres affaires qui se développent à bas bruit dans d'autres régions de France dont on ne parle pas à la même époque. Et le ministre de l'Éducation nationale, Lionel Jospin, ne trouve rien de mieux que d'écrire une circulaire où il explique au chef d'établissement qu'il faut dialoguer avec les élèves et les parents, mais qu'en cas de désaccord à l'issue du dialogue, il faut accepter l'élève. Et donc, oui, il y a 5 grands intellectuels de gauche, Elisabeth Badinter, Alain Finkielkraut, Elisabeth de Fontenay, Régis Debray, et le 5e, je ne m'en souviens plus, qui publient un manifeste, Profs, ne capitulons pas, où ils indiquent qu'il s'agit, lorsqu'on lance une négociation, qui on dit déjà comment sera l'issue, d'une capitulation. Et pire, mais on l'a su que plus tard, le gouvernement et le président de la République prennent contact avec le roi du Maroc pour que le roi du Maroc, commandeur des croyants, fasse pression sur les parents des élèves pour qu'elles réintègrent le collège, ce qui se produit. Et donc, un gouvernement laïque et républicain va demander à un souverain étranger responsable d'une religion de régler les problèmes de la France, d'un collège français. Donc c'est une vraie capitulation. La période 2003-2004, donc la période 90-2000 quand même, il faut dire, plus qu'un mot.
c'est la période de la déscolarisation massive des élèves juifs de l'enseignement public. Un des chapitres de notre rapport de 2004, où on constate que les 2/3 des élèves juifs qui étaient scolarisés dans le public se sont dirigés, ou sont en train de se diriger, ça se terminera le mouvement au milieu des années 2000-2010, vers l'enseignement privé catholique et vers l'enseignement public protégé, entre guillemets. Protégé, ça veut dire centre-ville, là où il n'y a pas beaucoup d'Arabes, de musulmans, et où les parents se sentent, et les élèves se sentent davantage en sécurité. Ce qui m'afflige à l'époque, lorsque je prends conscience de cela, j'ai décrit tout ça, cette chronologie, par parenthèse, je l'ai écrite dans un autre livre qui s'appelle « Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école » et qui est paru en 2020. Lorsque je prends conscience de ça, je m'aperçois que tous les responsables sont au courant, en fait, de cette déscolarisation. Personne ne dit rien. Le rectorat de Lyon, où j'ai enquêté, c'est lui qui s'occupe de transférer les élèves juifs qui quittent un collège dans d'autres collèges, les affectent dans d'autres collèges. Les responsables communautaires juifs sont bien sûr au courant, mais ne disent rien. Les profs, assez lamentables parfois, puisque l'un de mes collègues, nous étions 10 inspecteurs généraux à faire cette enquête en 2004, l'un de mes collègues, qui était d'ailleurs le doyen de l'inspection générale à l'époque, Jean-Paul Delahaye, dans un grand lycée parisien, pose la question au professeur, vous n'avez plus d'élèves juifs, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Pourquoi sont-ils partis? La réponse des professeurs, en salle des profs, a été, monsieur l'inspecteur général, ils n'étaient pas assez nombreux pour se défendre. Voilà. C'est assez sidérant. La période 2003-2004, c'est la période des alertes. Rapport de Jean-Louis Debré, rapport de Bernard Stasi, rapport de Jean-Pierre Houbin, et le livre « Les territoires perdus de la République ». Voilà, tout le monde agitait la sonnette d'alarme. Il y a le feu dans un compartiment, il faudrait peut-être arrêter le train. Bon, mais le train a continué. Notre rapport a été enterré par un ministre de l'Éducation nationale qui s'appelait François Fillon, vous devez connaître de réputation. Et il n'est ressorti, enfin il a été divulgué parce que l'un des 10 inspecteurs généraux, qui était d'ailleurs une inspectrice générale, a livré le rapport à la presse. Il est donc sorti d'abord dans Le Monde, puis dans toute une série de publications. Et finalement, la Ligue de l'enseignement, une grande organisation laïque, l'a publié sur son site. À partir de là, une semaine plus tard, le ministère le publiait sur son site également. Mais rien n'a été fait. Ce rapport a simplement été publié. Il a eu un large écho, vous savez. Mais jusqu'en 2015, il ne s'est rien produit au point de vue des recommandations du rapport. Rien. Je dois saluer ici quelques associations de professeurs, la PHG par exemple, l'Association des professeurs d'histoire-géographie, et l'Association des professeurs de biologie-géologie, qui sont en première ligne dans les contestations de leur enseignement, les deux, et qui ont fait des formations pour leurs professeurs, mais en dehors de l'éducation nationale. Donc, période d'assoupissement, 2015, les attentats de janvier, Charlie et l'hypercachère. Attentats de novembre, le Bataclan et les terrasses de café. Le réveil est brutal, plus que brutal. Manuel Valls, qui est Premier ministre, décrète la grande mobilisation pour les valeurs de la République, qui va mobiliser en particulier l'éducation nationale. Il y a une prise de conscience, et en particulier un effroi, lorsque l'on constate que, après les attentats de Charlie, la minute de silence qui avait été proposée dans l'établissement a été perturbée. Alors, au début, le ministère a accordé 70 perturbations, ensuite plusieurs centaines, et en fait, c'est sans doute en milliers qu'il faut les comptabiliser, hein, d'après notre enquête. Mais ces contestations avaient eu lieu aussi pour les manifestations
de soutien ou de compassion pour les attentats de New York et de Washington en 2001 et pour les attentats de Madrid en 2003. Et dans notre rapport de 2004, nous relevions que nous avions relevé presque partout où nous étions allés ces incidents d'élèves ou de parents ou d'habitants du quartier qui venaient perturber la minute de silence dans les établissements scolaires. La période 2017-2023, notre période, c'est la période des hésitations, pour moi. Des hésitations sur la laïcité, sur la condamnation de l'islamisme, sur les réponses à apporter à ce qui se passe dans l'éducation nationale et plus généralement dans la société. En fait, si j'observe avec un peu de recul cette période et les politiques des différents ministres de l'éducation nationale qui se sont succédés et qui se sont succédés rapidement ces derniers temps, ça a toujours été la valse hésitation. Le « en même temps » du président de la République s'est transformé en successivement. On a eu un Jean-Michel Blanquer très laïque, très ferme, qui a lancé toute une série d'initiatives bénéfiques. Et on a mis derrière lui son antithèse, Pape Ndiaye, hein, qui ne sait absolument pas ce qu'était la laïcité, que ça n'intéressait pas. Et puis ensuite, on a eu une série de ministres, Gabriel Attal, très laïque, Nicole Belloubet, pas du tout, très peu, etc., etc. Bon, je ne sais pas ce que donnera Elisabeth Borne aujourd'hui. De toute façon, les ministres sont promis à des carrières très courtes, donc ils se concentrent sur un tout petit nombre de dossiers, et ça, c'est une catastrophe pour des orientations comme celle de la lutte contre l'islamisme ou de la défense de la laïcité, qui a besoin d'une grande continuité sur une longue période. On y reviendra. Donc voilà pour les repères chronologiques. Vous me posiez la question, madame, tout à l'heure, de savoir comment nous avons procédé au niveau de la méthode pour notre rapport. Bon, j'en dis un mot. Nous étions 10, nous sommes répartis une vingtaine de départements et une soixantaine d'établissements scolaires, collèges et lycées, que nous avions choisis, pas au hasard, que nous avons choisis sur proposition des inspecteurs d'académie, c'est-à-dire des responsables départementaux de l'éducation nationale, qui connaissent bien le terrain, et on leur expliquait l'objet de notre mission, les signes et manifestations d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires. Mais bon, à votre avis, dans quel établissement on observe ça? Alors, ils nous ont dit, tous, ça n'existe pas. Voilà. Tous. Mais peut-être que si ça existait, enfin, c'est pas que ça n'existe pas, ils sont plus malins que ça, les inspecteurs des cabinets, ils disent, j'en ai jamais entendu parler. Mais si ça existe, allez là, là et là. Et partout on a été, partout où nous sommes allés, nous avons observé, on nous a raconté des choses plus ou moins épouvantables, dont nous faisons la synthèse dans notre rapport. Donc voilà comment nous avons travaillé. Deuxième grande partie de l'exposé, où en est-on aujourd'hui? Laissons de côté cette histoire. Aujourd'hui, on a des choses, et depuis les attentats d'ailleurs de 2015, qui a eu pour effet, notamment à travers les programmes gouvernementaux, le développement de recherche, d'enquête, en partie subventionné, je pense à tout ce qui se déroule dans le cadre du CNRS, et de cette documentation qui est de plus en plus abondante sur ce qui se passe dans les classes. Bon, j'ai choisi dans le livre de privilégier, pour ne pas surcharger, mais on a une analyse beaucoup plus fouillée dans le livre précédent, j'ai choisi de me baser sur les enquêtes de l'IFOP, sur les études de l'IFOP, parce qu'elles sont nombreuses, successives, avec des questions qui sont identiques, et on voit l'évolution des choses. Donc, trois constats ressortent de ces enquêtes. Premier constat,
il y a des incidents, comme on dit. Des incidents en cours, des incidents dans la vie scolaire. Et troisième catégorie que l'IFOP a rajoutée et auquel il ne pensait pas sans doute il y a quelques années, les menaces et les agressions contre les enseignants. Menaces et agressions. Donc on comptabilise à travers ces enquêtes ces trois types de faits: les contestations de cours, ce qui se passe en cours, les contestations des règles de la vie scolaire, par exemple autour de l'habillement, autour de la nourriture, autour des sorties scolaires, etc., mais qui ne se passent pas directement en classe, et les menaces et agressions contre les enseignants. Je prends, évidemment, là, si vous lisez le livre, vous aurez tous les chiffres, les tableaux en annexe, etc., si ça vous intéresse, détaillé sur quel type de contestation de cours, quel type de manifestation vie scolaire, contre la vie scolaire, quel type de menaces et agressions. Mais je vais prendre deux exemples. Un exemple de contestation de cours. 6 enseignants sur 10 en ont déjà vécu au moins un. 6 enseignants sur 10, y compris le premier degré. Public et privé. C'est considérable, évidemment. Dont la moitié dans les 4 derniers trimestres, ce qui montre l'accélération du phénomène. Et pour ce qui concerne le premier degré, le primaire, 25% des enseignants disent avoir déjà vécu au moins une contestation de cours de la part de leurs élèves, de leurs jeunes élèves. Deuxième exemple de chiffres, les agressions et menaces. Un enseignant sur 5 a déjà été menacé ou agressé. Alors, agression verbale ou physique. Mais un tiers chez les moins de 30 ans. Et si je regarde les seules agressions physiques, c'est-à-dire les professeurs qui ont été frappés pour des raisons religieuses par un ou plusieurs de leurs élèves ou par des parents d'élèves, c'est 12% des professeurs. C'est-à-dire, au bas mot, 100 000 professeurs, dont un tiers durant la dernière année scolaire. C'est-à-dire 30 000 en gros, professeurs frappés par des élèves pour des raisons religieuses. Voilà. Alors, s'ajoute à cela, évidemment, à ce phénomène objectif, et objectivement en développement, en progression, s'ajoute l'événement Samuel Paty, le traumatisme Samuel Paty. Ce livre est composé de 3 types de briques, de matériaux. Tout d'abord, j'en ai parlé des analyses, en particulier les analyses géopolitiques, mais pas uniquement. Deuxièmement, les chiffres, les documents sur le phénomène lui-même, sa description documentée. Et troisièmement, des interviews d'enseignants. Il y a 25 interviews d'enseignants, donc je vais vous en extraire 3 pour vous montrer un peu ce que disent les enseignants. En tout cas, je peux vous dire que je n'ai pas eu de mal à les trouver. Évidemment, j'ai immédiatement garanti l'anonymat le plus total à la fois de la personne et du lieu, mais moyennant cela, j'ai eu suffisamment de matériaux pour écrire le livre. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas quand même, c'est que presque systématiquement, sans que je pose la question, ils ont parlé de Samuel Paty et de ce que cet événement leur avait fait, et aussi, plus précisément, de la manière dont le gouvernement plutôt, avait traité à la rentrée des vacances de la Toussaint. Vous savez que Samuel Paty a été assassiné le dernier jour avant les vacances de la Toussaint. Et donc, 15 jours après, on rentre en classe. On a dit aux enseignants, vous allez avoir une demi-journée pour vous concerter, etc. Et la veille au soir, le ministre de l'Intérieur impose à Jean-Michel Blanquer que les élèves ne soient pas dans la rue pendant une demi-journée. Et donc, d'accueillir tous les élèves. Et les profs n'ont pas pu se préparer. Et ça aussi, ça a contribué au traumatisme, parce qu'ils se sont trouvés seuls, démunis, face à cette charge émotionnelle considérable. Je voudrais vous parler du témoignage de cette femme que j'appelle Laura.
Laura, à la cinquantaine, elle est professeure de lycée professionnel dans un établissement situé au cœur d'une grande ville. Voilà un court extrait de son témoignage. Après la mort de Samuel Paty, il a fallu obéir aux injonctions du ministère. On était tous un peu choqués quand même. C'est tombé au hasard sur la classe qu'on avait ce matin-là. On nous a balancé un tas de documents sur les valeurs de la République et débrouille-toi. J'étais hyper mal à l'aise. Beaucoup d'élèves ne voulaient pas parler. J'ai des élèves musulmans pratiquants, moi. J'ai fait n'importe quoi, à l'arrache, sans préparation. C'était grotesque. Je me suis senti seul au monde, une grande solitude. Je refuserai désormais de refaire un hommage à Samuel Paty dans ma classe, et je ne suis pas la seule. Donc vous voyez comment, à travers ce témoignage, comment, chez une partie du corps enseignant, la responsabilité du traumatisme ne revient pas à l'assassin, mais revient au ministère, au gouvernement, à l'institution. C'est-à-dire qu'on a renversé la perspective. Ceux qui sont les responsables de notre souffrance, ce n'est pas ceux qui ont tué notre collègue, c'est ceux qui nous obligent à nous mettre en danger pour saluer sa mémoire. Et ça, ce n'est pas unique, ce n'est pas un témoignage unique, je peux vous assurer. Le deuxième phénomène, deuxième constat plutôt, après celui que je viens de faire, c'est l'augmentation de la peur. Donc d'abord, à la base, les contestations de cours, le terreau, c'est ça, en filigrane à l'arrière, l'assassinat de Paty, et le constat, c'est la provocation de la peur. Et d'avoir la peur de quoi? D'avoir à gérer certaines situations. L'IFOP pose la question suivante aux enseignants. Auriez-vous peur de montrer des caricatures de personnages religieux à vos élèves? Auriez-vous peur de vous retrouver avec des élèves qui portent une tenue religieuse? Auriez-vous peur d'avoir à expliquer les motifs de l'assassinat de Samuel Paty? Et à chaque fois, on a 6 enseignants sur 10 qui disent « oui, j'aurais peur, je ne souhaite pas, j'appréhende ». Voilà. Et au total, parce que ça se recoupe, c'est 8 sur 10, 8 enseignants sur 10 qui disent avoir peur d'au moins une situation potentiellement conflictuelle avec certains élèves autour de la religion musulmane. Et chez les moins de 30 ans, on y reviendra, ils sont beaucoup plus nombreux, ils sont 9 sur 10 à avoir peur. Je voudrais vous lire un court extrait d'un témoignage d'un professeur que j'appelle Lounis. Professeur de philosophie en terminale dans la région parisienne, et qui se trouve, qui fait un cours sur la laïcité, et il y a une élève qui arrive en abaya pour ce cours sur la laïcité. Donc, ce n'est pas un hasard, hein, évidemment. Et le professeur lui dit simplement, à la fin du cours, il accepte en classe, mais il dit à la fin du cours, je vais être obligé de signaler au proviseur ce que tu as fait. Et là, l'élève se met en colère, et elle soutient, alors j'ouvre les guillemets, elle soutient que c'est une tenue culturelle. Or, je suis moi-même, dit le professeur Lounis, originaire du Proche-Orient. Et je connais parfaitement les différents types d'abaya. Celle qu'elle porte est une abaya de prière, et le signe est sans ambiguïté. Je le lui dis. Alors elle s'énerve, se met à crier. 3 de ses copines qui étaient restées dans le couloir font irruption et m'interpellent. « Vous n'avez pas le droit, l'abaya c'est autorisé. » Puis elle commence à m'insulter en me traitant de raciste et d'islamophobe. Enfin, la première lycéenne me regarde. « Vous attendez quoi pour arrêter? Que mon père vienne vous menacer ?» Je lui demande de se reprendre, car c'est elle qui est en train de me menacer. Puis je demande aux 4 élèves de sortir. Alors elles partent en criant mon nom dans les couloirs, raciste, islamophobe. Sur le coup, j'ai éprouvé de la colère, beaucoup de colère. Moi, raciste et islamophobe. Comment osent-elles? Elles estiment sans doute qu'elles peuvent se le permettre. Maintenant, ma colère est retombée, mais j'ai peur. J'ai parlé, bien sûr, de ce qui m'est arrivé à ma femme et à des amis. Ils ont tous évoqué Samuel Paty. Et si un copain de ses filles était fanatisé? Ils ont peur pour moi et me disent de me protéger.
j'avoue que je ne dors plus très bien. Voilà. Le troisième aspect, le troisième constat qui ressort de ces enquêtes, c'est l'augmentation de l'autocensure des enseignants. La question de savoir si l'enseignant s'est déjà censuré depuis le début de sa carrière, ils sont 52% à répondre oui, 52%, y compris le premier degré. Ce qui donne pour le secondaire public 56%. Chiffre de 2022. En 2018, la même enquête de l'IFOP comptabilisait 36%, plus 20 points en 4 ans. Entre-temps, l'assassinat de Samuel Paty. On mesure très précisément l'impact de cet événement sur les professeurs. Une augmentation de 20 points de l'autocensure. Je vous lis un court extrait du témoignage de Sarah, ça sera le dernier. Sarah, Sarah, la cinquantaine, professeure d'histoire-géographie dans un lycée de centre-ville d'une grande métropole de province, depuis 6 ans. Elle enseigne aussi l'éducation morale et civique. Elle confie : cette année, pour la première fois, j'ai renoncé à enseigner la laïcité et la liberté d'expression avec cette classe. C'est une classe plutôt difficile, composée... C'est une seconde. C'est une classe plutôt difficile, composée aux 2 tiers d'élèves ayant pris l'option de langue arabe. Et la direction a choisi de composer le tiers restant avec d'autres élèves, tous d'origine maghrébine. Il n'y a pas de tension particulière avec eux, mais aucun contact entre filles et garçons, et un sexisme ouvert et permanent. C'est atroce de le dire, mais j'étais contente de ne pas être avec eux pour l'hommage à Samuel Paty cette année. Avec les premières et les terminales, c'est plutôt une autocensure diffuse, une vigilance constante, une forme d'autocontrôle permanent pour être sûr que rien ne risque de heurter une sensibilité. Je suis tout le temps sur mes gardes. Par exemple, j'ai supprimé certaines de mes expressions, comme « ça, c'est votre Bible » ou « tu écris comme un cochon ». Et je fais attention à maintenir une certaine distance physique avec les garçons musulmans. C'est une peur constante. C'est peut-être ça qu'on appelle la terreur. Eh bien, ces 3 constats peuvent être renforcés en quelque sorte par un 4e qui appartient aux 3 premiers, mais c'est le focus sur les enseignants de moins de 30 ans, qui ont un comportement tout à fait particulier par rapport à ces 3 constats. Par exemple, il y en a 9 sur 10, et pas 8 sur 10, qui disent avoir peur. Il y a 1 tiers, et non pas un 5e, qui déclarent avoir déjà été agressés ou menacés. Il y en a 2 tiers, et non pas la moitié, qui disent c'est déjà autocensuré. Et puis, beaucoup plus inquiétant, 1 tiers d'entre eux voudraient voir abroger la loi de 2004 sur les signes et tenues vestimentaires des élèves. Et 1 tiers également voudrait même voir abroger le principe de laïcité pour les enseignants en les autorisant à venir enseigner avec un habit religieux, par exemple un voile ou une kippa, pour les enseignants eux-mêmes. Donc cette indifférence, voire cette hostilité des jeunes enseignants par rapport aux règles de la laïcité est évidemment extrêmement préoccupant et renvoie à leur formation. C'est ce que j'ai essayé de dire à Jean-Michel Blanquer dans le rapport qu'il m'a demandé en 2021. Et c'est ce qu'on a essayé de faire à travers le plan de formation quadriennal de l'ensemble des enseignants qui est toujours en vigueur, d'après mes informations. En tout cas, pour conclure cette deuxième partie, une question. Peut-on laisser cette situation sans analyse ni réaction ? Ces jeunes enseignants qui sont en rupture avec les principes de laïcité, qui ont peur, encore plus peur que leurs aînés, qui se censurent et qui n'ont pas de conviction établie, charpentée, sur ce qu'ils doivent
et la manière dont ils doivent enseigner. Alors, troisième grande partie, j'irai très vite parce que le temps passe, des éléments d'analyse de cette situation. Ce n'est pas un phénomène propre à la France. Il vient de paraître un ouvrage qui fait tout à fait explicitement pendant à cet ouvrage-ci en Belgique, par deux journalistes qui écrivent un livre s'intitulant « Allah n'a rien à faire dans ma classe », qui est une réplique de la jeune professeure d'origine maghrébine, d'origine marocaine du film Amel, que vous avez peut-être vu, du film belge, et qui montre une situation scolaire en Belgique beaucoup plus détériorée que la situation française. Alors, quelques éléments d'analyse. On est visiblement dans un combat qui est un combat de longue haleine entre une civilisation qui est la civilisation des Lumières, où les hommes sont libres de se donner des droits et de faire leurs lois, et une instrumentalisation d'une religion par des groupes politiques qui veulent conquérir le pouvoir, d'abord au Moyen-Orient surtout, et conquérir le pouvoir sur les diasporas d'immigration. Voilà. En gros, c'est la situation. Et pour ça, ils utilisent deux forces, deux leviers, la terreur et la propagande. Terreur et propagande qui sont les piliers analysés et mis à jour par Hannah Arendt dans sa trilogie sur le totalitarisme, en disant tous les régimes totalitaires, tous les partis totalitaires, pour parvenir au pouvoir, utiliser la terreur et la propagande, et pour se maintenir ensuite au pouvoir, ils ont utilisé les mêmes armes. La terreur s'inspirant de la propagande, et la propagande voulant faire oublier la terreur. La propagande et la terreur. Alors la terreur, j'ai parlé des attentats et j'ai montré les témoignages des enseignants. La terreur, ça marche. Voilà ce que les enseignants nous disent. Ça marche. On a peur. Et voire on est terrorisé. Par l'idée, par exemple, de faire un instant mémoriel avec les enseignants avec les élèves autour de Samuel Paty me terrorise. Voilà. Donc la terreur, ça marche, évidemment. Et la propagande, ça marche aussi. La propagande islamiste, elle vise évidemment tout d'abord à séparer le bon et le mauvais musulman dans les pays arabo-musulmans, séparer les musulmans des non-musulmans dans les pays d'immigration, et à travers un certain nombre de prescriptions autour du vêtement et autour de l'alimentation. Voilà. Je sépare. Moi, je suis ci, cela. Et on voit tout à fait à travers le témoignage des enseignants, et moi-même à travers, je me souviens encore du témoignage d'un de mes petits-enfants, petit-fils, comment ça marche. C'est-à-dire, le porc, c'est dégoûtant, par exemple. Alors, mon petit-fils arrive à la maison un jour, je ne veux plus de jambon. Hein? Pourquoi? Parce que mes copains n'en mangent pas et que c'est dégoûtant. Etc. Et séparer, mais séparer est évidemment insuffisant dans les pays occidentaux, en France en particulier, puisque les musulmans sont très minoritaires. Donc, il faut en plus nouer des alliances. Nouer des alliances, et c'est le but là de la propagande, c'est-à-dire un autre type de propagande que la propagande de séparation. C'est bien, c'est pas bien, c'est autorisé, c'est permis. Ça, c'est pour les musulmans. Pour les autres, c'est la revendication de la liberté, de la justice sociale, la lutte contre les discriminations, le droit des minorités, l'histoire coloniale. Autour de ça, on noue des alliances avec des groupes
qui n'ont strictement rien à voir avec l'islam ou avec les revendications islamistes, comme par exemple la persécution des homosexuels, l'inégalité entre l'homme et la femme, etc. Ce sont des groupes pas du tout sur ces positions-là. Hein. D'où l'idée, à mon avis, très ambiguë et très néfaste d'islamo-gauchisme. Il n'y a pas d'islamo-gauchisme. Il y a un islamisme, il y a un gauchisme. Ce sont deux idéologies profondément différentes, mais qui trouvent un terrain d'accord. Un terrain d'accord autour de quoi? Autour de deux choses. La première, c'est le combat contre les Lumières, contre l'universalisme. L'islamisme, comme le wokisme, sont différentialistes. L'homme n'existe pas. Ce qui existe, c'est une confrontation insurmontable entre musulmans et non-musulmans, pour les uns, entre les hommes et les femmes, entre les trans et les cis, entre les noirs, les racisés et les non-racisés. Voilà. La vision de l'extrême gauche française aujourd'hui, enfin d'une partie de l'extrême gauche française, c'est celle-là. C'est un combat, c'est plus le combat des prolétaires contre les capitalistes, c'est le combat qui vient des campus américains entre trois catégories, le genre, la race d'abord, le genre ensuite, la sexualité. Et ces trois catégories sont des catégories qui expliquent l'ensemble de la vie sociale et qui justifient tous les moyens pour parvenir à une autre société. Rien à voir avec la vision islamiste de la société, évidemment. Mais il y a ce terrain d'entente. Le deuxième point d'accord, c'est le clientélisme électoral. Pas besoin de vous faire de dessin pour savoir comment il est honteusement utilisé, encore la semaine dernière, cette semaine à Villeneuve-Saint-Georges, et dans lequel il n'a pas marché. Mais parfois, ça fonctionne. Face à ces forces de l'islamisme, faiblesse de notre société, et en particulier de notre société scolaire. Premier point de faiblesse, la division. Plusieurs professeurs nous ont dit dans les salles des profs, on ne se parle plus. On ne se parle plus. Il y a 10 ans, on se parlait, on discutait, en particulier on discutait politique. Aujourd'hui, on ne discute plus. On n'échange plus parce qu'on sait qu'on est en désaccord. Voilà. La cécité, il y a ceux qui ne veulent pas voir. Il y a ceux qui ne veulent pas voir parce que ça fait peur, ce que je raconte. Et ils veulent, et ça se comprend, exercer leur métier dans un minimum de sérénité et de sécurité. Une des enseignantes que j'ai interviewées m'a dit « Mais c'est vrai ce que je dis, mais je ne voudrais pas qu'on ait l'impression que mon métier se résout à ça. Non. » Voilà. Donc, je préfère pas voir. La lâcheté, c'est ce qu'on appelle le pas de vaguisme. Pas de vague. Je fais remonter, si je fais remonter un incident de classe au chef d'établissement, il va dire « Bon, on n'en parle pas, pas de vague. » Voilà. Et ça, c'est un fléau qui est particulièrement développé dans l'éducation nationale, le pas de vaguisme. Et puis, le dernier point, c'est la complaisance idéologique. C'est ce dont je parlais à l'instant, c'est-à-dire la réaction d'une partie des enseignants qui cultivent explicitement une complaisance vis-à-vis de l'idéologie islamiste. Je donne l'exemple du lycée qui se trouve à Pantin, où les professeurs, en tout cas une minorité très agissante, très influente des professeurs autour du syndicat Sud Éducation, avaient décidé qu'ils enseignaient en classe avec des jeunes filles voilées. Les musulmanes pouvaient se voiler en classe. Et
C'était évidemment parce qu'elles étaient discriminées sinon. Donc, voilà une très rapide analyse de ce qui est un rapport de force et d'un combat de longue haleine. Alors, quelle politique mener? 3 points avant de vous donner la parole pour le débat et les questions. Le point, peut-être qu'on oublie de dire, mais qui est important parce que très longtemps on l'a ignoré, c'est l'importance de nommer les choses. Nommer les choses. Pendant très longtemps, on a parlé de terroristes, sans dire de quel terroriste il s'agissait. Pas n'importe quel terroriste, il y en a sans doute plusieurs types de terroristes, mais bon, ceux-là, c'était des islamistes. Voilà. Et le mot islamisme a été longtemps interdit dans le vocabulaire officiel, jusqu'au discours des Mureaux d'Emmanuel Macron. Donc, nommer les choses. Deuxièmement, il s'agit, donc j'ouvre une petite parenthèse, bien sûr d'un combat sécuritaire, il s'agit d'éviter les attentats, protéger nos concitoyens, etc. Bon. Et c'est pas mon domaine. Mais ce qui est important, et ce que nous révèle un chercheur politologue qui s'appelle Hugo Micheron dans ses livres, c'est qu'il n'y a pas, parmi les terroristes, de loup solitaire. Il y a toujours une histoire. Il y a toujours une conversion idéologique. Il y a toujours une formation idéologique des gens qui passent à l'acte. Il y en a très peu qui passent à l'acte, mais il y en a énormément, autre enquête sociologique, qui disent la justifier. Hein? C'est le livre de Anne Muxel et d'Olivier Galland sur la tentation radicale, 2 sociologues du CNRS, qui montrent que 12% des élèves musulmans sont à la fois défendent une conception absolutiste de leur religion, et 2 se disent tout à fait d'accord avec le passage à l'acte, avec la violence pour parvenir à cette fin. Donc ils sont pré-radicalisés, disent les chercheurs. 12%, c'est pas rien. Voilà. Et donc, il s'agit d'abord, si on prend les choses à la racine, d'un combat idéologique. Profondément, il s'agit de combattre une idéologie par d'autres idéologies, et un combat idéologique de long terme contre l'islamisme. L'islamisme vient de loin, je n'ai pas fait son histoire, mais dans le livre, vous la trouverez. Et si on parle d'un combat idéologique de long terme, on pense à quelque chose qui s'appelle l'éducation. L'éducation, c'est travailler pour demain, c'est travailler sur le long terme. Et donc, la clé, ou l'une des clés de ce combat, c'est l'école. Et dans l'école, c'est ceux qui enseignent, c'est les professeurs. Et les professeurs, ils naissent pas comme ça, par génération spontanée, compétents dans la transmission, dans la compréhension de cette idéologie, de ce que la République française a élaboré pour la combattre, c'est-à-dire la laïcité, et ils doivent être formés. Voilà. Et je dois dire qu'aujourd'hui, la formation des futurs professeurs dans les INSPE est totalement hors contrôle. Voilà. J'ai moi-même enseigné en IUFM et dans les INSPE jusqu'en 2018, de 1992 à 2018. J'enseignais beaucoup de choses, notamment la laïcité. Jamais personne ne m'a demandé ce que j'enseignais. Jamais personne n'est venu voir, mais ne m'a même posé la moindre question sur ce que j'enseignais. Quand je suis parti de l'INSPE de Cergy-Pontoise, c'est-à-dire l'INSPE de Versailles, je sais que mon successeur a pris contre-pied de ce que je faisais.
personne ne lui a jamais rien demandé non plus, c'est les étudiants qui m'ont dit, voilà, monsieur Untel, ce qu'il fait, c'est pas exactement la même chose que ce que vous faisiez. Donc on est devant cette situation où Gabriel Attal avait pris une bonne décision, mais qui n'a pas pu concrétiser, qui était de sortir la formation des maîtres de l'université et de la confier à des nouvelles écoles normales, disait-il. C'était également ma conviction, mais ce projet n'a pas abouti. Je ne sais pas où il en est, dans les limbes. Je ne suis pas certain que la nouvelle ministre soit sur la même position, car c'est prendre de front les syndicats du secondaire, enfin du primaire, du secondaire et du supérieur à la fois. Donc ça nécessite beaucoup de courage. En tout cas, pour moi, il est clair qu'il faut investir dans la formation des professeurs et surtout reprendre la main sur la formation de ces professeurs. Il y a un paradoxe. Le ministère de l'Éducation nationale est le seul ministère qui confie la formation de ses cadres et de ses fonctionnaires à un autre ministère, celui de l'enseignement supérieur, qui lui-même le confie à des universités totalement autonomes. Et dans le cadre de cette autonomie, je l'ai vécu, je vous l'ai raconté, les universités ou les instituts confient cette formation à des professeurs qui sont entièrement autonomes, qui n'ont de compte à rendre à personne. Voilà. Donc on est dans une situation vraiment hors contrôle. Et puis, dernier point sur les politiques à mener, il faudrait regagner de la mixité sociale, car la mixité sociale, c'est de la mixité socio-ethno-religieuse en France. Et on ne voit pas, franchement, comment on peut travailler sur cette question avec les élèves, en particulier au primaire et au collège, s'ils baignent dans un milieu autarcique, s'ils sont culturellement dans un milieu homogène. Mon ami Yanis Roder, qui a écrit pas mal de livres aussi, qui est membre du Conseil des sages de la laïcité, exposait un jour à la télévision, il est prof à Saint-Denis, dans un collège de Saint-Denis, et que ses élèves, lorsqu'il leur avait dit, en France, vous savez, il y a 10% de musulmans. Vous mentez, monsieur, c'est pas vrai. C'est un mensonge. Ils n'ont pas voulu le croire, carrément. Vous mentez. Voilà. La perception qu'ils ont de la France, évidemment, ce n'est pas celle où il y a 10% de musulmans, mais celle où il y a 10% de non-musulmans. Donc, comment faire en sorte de les acculturer aux principes républicains, à la laïcité, à la vision des droits de l'homme, au rapport entre le politique et le religieux, dans un monde où c'est le religieux qui a pris le pas sur tout le reste, le politique, le familial, le social, etc. Donc, il faut regagner de la mixité sociale, c'est une des tâches les plus difficiles. Lorsqu'on a... c'est un des thèmes que je porte depuis presque toujours au sein de l'Éducation nationale. Et j'ai écrit un livre là-dessus, d'ailleurs, aux presses universitaires de France. Et je peux vous dire que c'est un des sujets les plus difficiles à exposer devant les parents d'élèves. Je me suis un jour fait sortir manu militari parce que j'exposais des résultats de recherche scientifique sur la mixité sociale et la réussite des élèves, qui montrent, au niveau de l'OCDE, que plus il y a de mixité, plus les élèves réussissent, mieux ils réussissent. En France, peut-être ne le savez-vous pas, il y a 2 départements qui se situent aux extrêmes, dans l'arc de la réussite scolaire. C'est-à-dire le département qui fait le moins bien réussir ses élèves, les Yvelines, et le mieux réussir ses élèves, la Loire, Saint-Étienne. Pourquoi ? Parce que la mixité sociale est nulle dans les Yvelines, et elle est très importante dans la Loire et à Saint-Étienne. Voilà. Et il n'y a pas il y a beaucoup moins de ségrégation dans la Loire que dans les élèves. Et ce que je dis est vrai non seulement pour les élèves des catégories populaires, mais aussi pour les autres.
un enfant de classe aisée qui va dans un collège X dans les Yvelines obtiendra de moins bons résultats que s'il va dans un collège identique dans la Loire. Donc, tous ces résultats que l'on connaît depuis des décennies se heurtent à une vraie difficulté, c'est que la ségrégation sociale en France s'accroît. Elle augmente dans l'école, je parle de l'école, elle augmente en particulier sous l'influence des établissements privés catholiques. L'indice de pondération sociale, je crois, des collèges qui a été publié montre que les collèges privés se situent vraiment d'un côté du spectre social, et puis que les collèges publics, à part quelques exceptions, se situent de l'autre côté. Et donc, on ne pourra pas résoudre ce problème uniquement dans le public, même s'attaquer à ce problème uniquement dans le public. Il faut introduire le privé dans le jeu. Et ce n'est pas un petit ministre de l'Éducation nationale qui peut porter un projet comme ça. Seul un président de la République peut porter un projet de ce type. Et Pamdia, il a appris à ses dépens, lui qui a voulu négocier avec l'enseignement catholique, et le jour du Conseil des ministres, sa copie a été retoquée et il est arrivé, j'ai envie de dire, tout nu, donc devant la presse. Donc c'est un vrai sujet, et m'adressant à l'amitié judéo-chrétienne, qui fait de ces deux grandes religions du livre l'objet même de cette réunion, je ne manque pas de vous sensibiliser à cette question. Merci de votre attention. Un micro, il est où? Ah, il est là, le micro. Avant de remercier l'inspecteur général Aubin, je voudrais vous dire ce que j'ai omis de vous dire tout à l'heure. Nous avons eu la grande tristesse, il y a un mois, de perdre un de nos membres, Jacques Giraud, qui était là en permanence, qui a encore assisté à notre dernière conférence, qui a fait partie de notre comité directeur, qui fait partie de la paroisse Saint-François de Sales, et il va nous manquer cruellement. Monsieur l'inspecteur général, je voudrais vous remercier au nom de l'amitié judéo-chrétienne de cette conférence, où vous avez replacé votre sujet dans un contexte extrêmement large, un contexte politique, un contexte historique, un contexte anthropologique. Je voudrais vous remercier personnellement en tant qu'enseignante, un métier que j'ai exercé presque 40 ans, d'avoir dit enfin la vérité sur notre métier, d'avoir dit enfin que nous avons été dans une solitude totale. Je suis entrée dans l'éducation nationale en 1970. Nous savions la lâcheté de la hiérarchie. Nous savions, et j'enseignais dans les beaux quartiers, nous savions que si nous avions le moindre problème avec un élève, il ne fallait surtout pas en parler au proviseur. Et la première chose que l'on dit à un enseignant quand il arrive au lycée, prends une assurance. Je l'ai prise. Mon mari l'a prise également. Si bien que quand votre rapport est paru, nous avons été stupéfaits de voir quelqu'un qui, pour nous, vous apparteniez au ministère, un peu à la hiérarchie, de voir quelqu'un qui brisait cette loi du silence. Car ce dont nous avons souffert, bien sûr, c'est de la solitude, mais ce dont nous avons souffert encore, c'est dans les années 70, 80, 90, d'être désignés comme les boucs émissaires de l'échec de l'institution. Parce que c'est vrai que tout le monde prenait conscience de l'échec de l'institution. Mais plutôt que de mettre en cause les responsables, le pouvoir politique, eh bien on mettait en cause les enseignants. Et on disait finalement, c'est parce qu'ils ne savent pas faire leur métier, sont des paresseux, ils sont toujours en vacances, etc., etc. Je voudrais vous livrer une réflexion, vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que l'éducation nationale est une institution qui, en mai 68, a reçu un coup mortel, dont elle ne s'est pas relevée. Si bien que quand la violence a commencé à s'installer
dès les années 1980, et le foulard de Creil c'est 1989, eh bien, ceux qui pratiquaient cette violence, finalement, l'ont fait impunément, parce que l'institution où régnait avant mai 68 l'ordre, où la parole du professeur était respectée. Je me souviens, en 1964, en terminale, on entrait encore en classe en rang et en blouse. Quand je suis arrivée comme professeur en 1970, tout ça avait complètement volé en éclats. Et pour demander que la classe se lève quand le professeur arrive, vous aviez l'air complètement d'un dinosaure. En 1980, je me souviens d'une anecdote, et dans votre livre, vous commencez votre ouvrage en parlant d'un professeur qui a trouvé sa voiture vandalisée, donc très, très récemment. Eh bien, en 1980, c'est-à-dire il y a 40 ans, nous avons vu arriver dans la salle des professeurs qui arrivaient du lycée de Nanterre. Et ce qu'ils nous ont raconté, c'est exactement ce que vous dites aujourd'hui, 40 ans après. Ils nous ont raconté, mais si on a demandé notre mutation, c'est que nos pneus, ils étaient crevés, c'est qu'on trouvait des insultes, c'est qu'on était menacés. Et nous, qui étions quand même dans un beau quartier où il n'y avait pas du tout ce genre de problème, nous avions du mal à les croire. Et puis, finalement, il est bien évident que la situation n'a fait que se dégrader. Donc, merci infiniment du travail, du courage que vous avez fait, du courage que vous avez eu, parce que avez-vous reçu